cette pas. Miguette la lumière, moi, Miguette la joie, donne fait noir, miroir mon lumière. Alléluia, Madame Saoud. Alors, nous sommes vraiment ravis, enthousiastes donc de recevoir aujourd'hui donc notre invité qui, malgré tous les embouteillages, a bien voulu donc venir jusqu'à la radio. Alors, tout le monde tient à remercier donc Chantal Clem. Chantal Clem, femme engagée, passionnée et passionnante. Donc, et son dernier roman, enfin son premier roman, Moi, Lumina Sophie, aux éditions Owen, donc qui a été préfacé donc par un grand monsieur, par Raphaël Confiant, et qui a reçu le prix Coup de cœur Aptom 2022. Donc Aptom, c'est l'association du personnel de la Poste de France Télécom, originaire des départements d'outre-mer. Alors nous sommes vraiment ravis de recevoir donc Chantal Clem dans le cadre donc du mois des cultures créoles et dans le cadre de l'émission Tambour mon maille levé, revue de presse de la Caraïbe et d'ailleurs. Alors pour commencer, qui êtes-vous, Madame Clem? Comme vous avez dit, vous avez essayé de présenter une femme engagée. C'est très difficile de parler de soi. Donc, je le fais, ce serait peu parce que c'est un exercice qui n'est pas du tout aisé pour moi, en tout cas. Mais voilà, quelqu'un d'engagé. En tout cas, je suis quelqu'un qui croit dans certaines causes. Donc, j'essaie avec d'autres, avec beaucoup d'autres, beaucoup d'autres, écoutez, de porter ma petite pierre à l'édifice, voilà, et de contribuer un peu à faire connaître sur le prisme des figures de femmes totem, je vais dire, le patrimoine immatériel des Outre-mer. Alors, justement, on vous a embranché par la figure des femmes totem des Outre-mer. Oui. Comment vous est venue cette idée et cette envie donc de développer c'est une association? Oui, c'est une association, mais surtout c'est lié en fait, c'est le fruit, si vous voulez, d'un travail colossal qu'a réalisé la grande Simone Schwarzbart avec une anthologie, si vous voulez, sur l'hommage à la femme noire. Voilà, qui faisait découvrir des femmes qui font des choses absolument incroyables, merveilleuses, avec un rayonnement extraordinaire. Et j'ai voulu aussi, à la suite, comme je vous disais, mon action s'inscrit à la suite d'énormément de femmes qui font des choses extraordinaires, travailler justement sur ce segment-là, les figures de femmes totems qui agissent, qui promeuvent, qui ont participé, qui ont construit ce patrimoine-là. D'accord. Alors, vous voulez asseoir donc le patrimoine ultramarin, quelque part. L'asseoir, non. L'asseoir, mais le faire rayonner, oui. L'asseoir, non, parce que je pense que c'est déjà fait, ça continue, on le fait tous d'une manière, même vous, par votre émission. Mais participer à son rayonnement et contribuer à son rayonnement, mieux lui faire connaître, mieux l'appréhender, oui. Voilà. Alors, c'est pour ça que vous avez écrit, je pense, donc, Moi, Lumina Sophie. C'est votre premier ouvrage. Oui. Alors, pourquoi avoir écrit donc Lumina Sophie? C'est pour la mettre en avant, pour la faire connaître? Oui, pour la faire connaître, pour faire connaître aussi notre histoire, pour faire connaître les femmes qui ont fait évoluer les choses, les femmes qui ont fait tomber les barrières, si vous voulez. On s'inscrit dans une trajectoire aujourd'hui de lutte pour l'égalité homme-femme, de lutte pour les droits des femmes. Il faut savoir que tout temps, et d'ailleurs, les mémoires en parlent, les histoires en témoignent de femmes qui ont justement fait ce travail-là. Et en fait, il y a ces héroïnes qui sont des héroïnes oubliées de l'histoire. Parce qu'elles sont méconnues. Voilà, elles sont méconnues. Donc, le travail un peu, c'est aussi utiliser le biais qui est justement le livre pour pouvoir faire connaître, pouvoir intéresser et pour pouvoir, en fait, attirer, en fait, des lecteurs qui ne seraient pas, je vais dire, qui ne le serait pas de manière absolument instinctive, d'aller chercher, de faire rencontrer cette histoire. Et moi, je suis contente parce que j'ai fait beaucoup de conférences, j'ai voyagé un peu partout, et en fait, j'ai rencontré des publics totalement différents, où il y a des gens, justement,
qui sont des cultures, je veux dire, antillaises et qui ne connaissaient pas cette histoire, et des gens qui ne sont pas du tout de culture antillaise et qui ne connaissaient pas cette histoire. Et c'est toujours cette rencontre qui est extraordinaire que je trouve. Moi, je ne connaissais pas cette histoire, donc je l'ai découverte donc dans votre livre, parce que votre livre comprend aussi, alors pour se remémorer, les faits historiques. Oui, voilà. Parce qu'il faut quand même suivre donc ce qui s'est passé. Donc c'est l'insurrection dans le sud de la Martinique, et les femmes donc ont contribué. Et du coup, j'ai découvert Lumina Sophie donc par le biais donc de votre ouvrage, parce qu'en fait donc si je comprends donc à l'école, tout du moins en Martinique ou je sais pas en Guadeloupe, c'est pas il n'y a rien donc dénoncé au niveau où c'est ça. Non, c'est pas grave, c'est fait de plus en plus par les historiens. Il y a tout un travail d'historien pour pouvoir, d'ailleurs, Lumina Sophie est lié, j'ai découvert Lumina Sophie, c'est grâce à un historien, Gilbert Pago. Donc, il y a tout un travail qui est fait par les historiens de plus en plus pour faire connaître. Mais nos histoires, en fait, ont cette difficulté de ne pas sortir de nos territoires. C'est comme si ça restait piégé dans les outre-mer. Oui, c'est-à-dire qu'en dehors des territoires, on a du mal un peu à connaître, à voir ce rayonnement-là. Et si vous voulez, le but aussi, c'est de faire connaître dans les territoires, mais au-delà des territoires et par-delà des territoires. C'est ça l'objectif aussi. Oui, au-delà des territoires d'outre-mer. Voilà, et que ça soit donc diffusé. Alors, donc dans votre livre, vous proposez une biographie. Vous faites vivre Lumina Sophie, d'ailleurs, elle parle à la première personne. Oui, elle parle à la première personne parce que je pense que, comme je vous disais, ces femmes-là sont des oubliées de l'histoire. C'est comme si elles n'ont pas eu voix. C'est comme si on leur enlève une parole, si vous voulez, qu'elles ont eue. Donc, parler à la première personne, en fait, la mettre actrice de ce récit et justement, de fait, la réimposer dans le débat historique, en fait, de ne pas l'exclure de fait, mais de la remettre là-dessus. C'est pour ça qu'elle donne ce jeu. Elle donne cette histoire parce qu'elle existe, c'est une personnalité historique, c'est quelqu'un qui a existé, c'est une histoire vraie, d'où le jeu. Voilà, elle donne aussi un prisme, un parti pris qui est incroyablement subjectif et qu'elle a le droit de le donner, d'où le jeu. Et le jeu aussi s'explique aussi parce que c'est l'affirmation aussi d'une conscience collective aussi qui parle, qui s'exprime et qui revendique son droit à la mémoire, son droit à l'histoire. Donc, au travers de Lumina Sophie, va se poser aussi dans sa problématique du jeu la question de mon droit à l'histoire, mon droit à ma mémoire, non pas une mémoire qui a été retravaillée, amputée et comprendre un peu ce qu'on veut et qu'on laisse ce qu'on ne veut pas, mais le droit à mon histoire, on va dire, tel que je l'ai ressenti, tel que je l'ai vécu, tel qu'étaient les aspirations que je portais. C'est pour ça que ce jeu est extrêmement symbolique, il est fort. C'est pas juste une mesure littéraire pour pouvoir parler et raconter. C'est l'appropriation du récit qui va plus loin. On va interroger aussi la conscience collective. C'est ça l'enjeu de ce jeu de Lumina Sophie qui parle. D'ailleurs, il y a une rencontre qui se fait entre elles, un député qui va un peu introduire cette histoire. C'est deux rencontres. Un journaliste, en fait, qui arrive comme une sorte de mémoire vierge pour pouvoir poser des questions. C'est justement qui arrive et qui dit, mais voilà, vous voulez savoir mon histoire, je vais la raconter. C'est la prise de force, une espèce de sa prise de la Bastille, en fait, de son histoire, de ce qu'elle a envie de donner et de ce qu'elle voudrait qu'elle retienne. Et ce droit-là, dans les territoires qui sont les territoires d'outre-mer, eh bien, ils en ont le droit. D'accord. C'est une femme qui est combattante, qui a un caractère donc fort pour réaliser, donc pour vouloir donc. Mais je pense qu'il fallait lui donner un caractère fort. J'ai fait exprès de le faire parce que en fait, souvent dans l'histoire, le rôle des femmes a été contanégré, souvent un rôle derrière, si vous voulez. Oui, comme si elles devaient être totalement effacées, comme si leur substance devait être extraite, en fait. Vous voyez, toujours se tenir un pas derrière, un rang derrière, ne pas trop briller, ne pas trop prendre de place par rapport à la vocation, à la mission, au rôle tellement héroïque de l'homme. Alors qu'elles sont derrière, elles jouent un grand rôle. Donc, lui donner ce caractère fort aussi, c'est récupérer aussi le rôle, le leader qu'elles peuvent être. Oui, la femme a autant de pouvoir, c'est ce que vous voulez dire, a autant, et pareil qu'un homme, elle apparaît donc derrière, effacée, elle est visible. Exactement. Alors, je me demandais, oui, j'ai vu le titre, c'est Moi, Lumina Sophie. Peut-être qu'on peut dire comment elle s'appelait. Elle s'appelait Lumina Sophie. C'est Lumina Sophie, c'est-à-dire qu'elle s'appelle Magniphénomène Ruptus, elle est connue pour ça, mais on l'a souvent retenue pour Lumina Sophie. Et j'ai vu surprise.
Lumina Sophie dit surprise, parce qu'elle disait qu'en fait, on attendait un garçon. Ils étaient sûrs d'avoir un garçon. D'accord. Et comme c'est une fille qui est arrivée, donc, si vous voulez, la tradition l'a retenue sur moi, Lumina Sophie, dite surprise. C'est-à-dire que c'était une surprise parce qu'on attendait un garçon. Et d'ailleurs, elle le dit dans le roman. Eh ben, oui, j'ai pas fait attention. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que je voulais vous dire du coup? Oui, elle est Lumina, oui, ça veut dire lumineuse. Oui, lumière. Ça vient de Philomène. Ça vient plus. Alors, Lumina n'a pas vraiment de signification en termes de lumière. C'est plus Philomène, et en fait, c'est le surnom qu'on donne, tout simplement. Il n'y a aucune explication derrière. Ah, il y a aucune explication. En fait, sa mère était encore esclave. La mère de Lumina Sophie était esclave, et elle est née après, donc. C'est-à-dire qu'elle arrive à une période, justement, qui est une période transitoire, si vous voulez. Elle dit qu'elle est libre. Et ça, le fait de la période est choisi est totalement symbolique, si vous voulez. Elle est dans une société qui est en train de se reconstituer. C'est-à-dire que les colons ne sont plus les maîtres. Avant, apparemment, donc ils restent quand même, enfin, ils veulent pas céder leurs droits, ils ont quand même. Qui aime le pouvoir? Ça, c'est présent de la société. Qui a goûté au pouvoir et veut le céder? Personne. C'est une loi un peu naturelle, si vous voulez. Donc ça ne change pas. Et donc, en fait, elle veut agir aujourd'hui, agir au moment, donc pendant la révolte, pour construire le lendemain. C'est ça? Son optique. Alors, je ne crois pas qu'elle pense à ça déjà à ce moment-là, qu'elle puisse penser au lendemain. Ça, c'est nous qui allons lire ça, si vous voulez, avec tout, je vais dire, le vécu et puis tout le questionnement qu'on a. On a ce recul-là. Elle ne l'a pas, ce recul-là. Elle agit dans l'instant pour quelque chose qui estime être injuste dans l'instant. Le moment historique est celui d'une injustice. Ce qu'elle veut casser, c'est cette injustice-là dans l'instant qui pèse. Si vous voulez, il ne faut pas donner à ces gens-là une vision déjà qu'ils n'ont pas, comme s'ils étaient un peu des prophètes qui agiraient. Non, il faut les réduire dans l'instant. Dans l'instant, ils sont sur un phénomène d'oppression. Donc, on se dit que cette oppression-là, nous allons nous l'abolir, même dès maintenant, pour vivre aujourd'hui, pour essayer de casser une société maintenant. Elle ne se dit pas pour demain. Elle parle, si vous voulez. Oui, parce elle est très loin et elle parle derrière avec le recul de ce qu'elle a vécu. Et d'ailleurs, dans la pérégrination qui est la sienne, vous voyez tous les doutes qu'il assaillent, les questionnements qu'il assaillent. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux choses. Ce personnage, vous lui donnez donc ces questions. C'est la fiction. Oui, non, c'est parce qu'il y a une question beaucoup plus profonde. Derrière, c'est la fabrique du héros. Ah, d'accord. C'est le héros lisse. Est-ce que le héros est lisse, il est vêtu de toute puissance, comme on peut voir dans les héros Marvel, dans tout ce qu'il y a? Mais est-ce que le héros aussi, c'est quelqu'un qui se sent tranquille, qui a ses moments de faiblesse, qui a ses moments de doute, et pour autant, justement, arrive à faire des choses qui ont une importance symbolique, si vous voulez. Et quel est le point, si vous voulez, de tension où on va se définir le héros? Est-ce que c'est celui qui est tout puissant, qui a les pouvoirs pour que la vie est facile? Et malheureusement, ça, c'est une utopie que nous vendons à des jeunes. D'ailleurs, lorsque vous voyez les phénomènes des banlieues, le manque de respect qu'il y a au niveau des cellules d'éducation, au niveau de l'école, c'est parce qu'en fait, quels sont les repères des jeunes aujourd'hui? Ce sont ces héros, les héros de football, qui gagnent de l'argent, qui ne connaissent aucune difficulté, aucun problème. Les héros de Marvel que vous voyez, qui sont tout puissants, qui volent, qui ont tout dans l'immédiateté. Les héros qui sont aussi les dealers, qui vont totalement leur donner la même somme que leurs parents vont durement gagner à l'instant. Ce sont ça, ces repères. Et comment vous voulez expliquer à ces gens-là aujourd'hui la notion que nous avons reçue dans notre éducation de difficulté à transcender, de montagne à franchir? Ils ne peuvent pas l'avoir parce que la faiblesse est vécue, la fragilité est vécue comme une faiblesse, si vous voulez. Le doute est vécu comme une faiblesse, l'échec est vécu comme une faiblesse. Tout est vécu de manière stigmatisée. Donc, pour eux, ce sont des repoussoirs et ils sont obligés, pour eux, croient-ils, d'avoir que d'autres repères que celui de la violence et de l'obstination dans une forme de cri qui ne serait pas entendu parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'être faibles. Être faible, c'est ce qu'ils voient, c'est la situation de leur famille, c'est le rejet, c'est ça qui entraîne ces communautarismes-là. Alors que dans le modèle qui est proposé par Lumina, on a une héroïne justement qui à la fois tous ces doutes, qui fait les choses où elle va se battre pour des valeurs, mais qui
paie un prix qui est incroyablement cher et violent, mais qui est pétri de doute, puisqu'à un certain moment, elle dit même, mais elle regrette ce qu'elle a fait, on l'en s'entendre. C'est-à-dire que si elle pouvait revenir en arrière, elle est prête à faire des concessions parce que la situation est très difficile. Ça veut dire que quoi? Il y a un message derrière d'humanisme qui est se dire, j'ai le droit de me tromper, j'ai le droit d'avoir peur, j'ai le droit d'avoir mes doutes, j'ai le droit de plier le genou. C'est pas pour autant que ça fait quelqu'un de moi qui n'existe pas et quelqu'un qui n'a pas de valeur. Surtout qu'elle vit donc sa vie en prison, donc est quand même est très très difficile. On voit les échanges avec d'autres femmes et puis elle s'en va donc au bagne où la situation des femmes était horrible au bagne. C'est une situation qui est terrible, sans comme je vous et disais. elle est mariée donc avec un prisonnier de force. Oui. Elle n'a pas choisi. Voilà, c'est ça. Ça fait Je crois pas que les femmes devaient être envoyées. Si les femmes étaient envoyées au bagne. Ah oui, les femmes étaient envoyées au bagne. Les femmes n'étaient pas seulement envoyées au bagne. C'est-à-dire que les femmes étaient envoyées au bagne parce que c'était une volonté aussi, si vous voulez, d'aller par la Troisième République, un peu de se débarrasser un peu de certains phénomènes qu'on ne voulait pas voir dans quelque chose où on avait un peu des vertus idéales à Paris. Donc, les femmes étaient envoyées, oui, pour peu de choses au bagne, ce qu'on appelle justement, ces femmes étaient des déplacées, donc elles l'envoyaient, elles avaient la vie, effectivement. Les témoignages qui sont donnés de ces femmes sont des témoignages quand même qui sont des témoignages historiques. Donc ces femmes aussi sont des victimes oubliées de l'histoire et oubliées même du bagne. Elles ont une double peine, être oubliées de l'histoire et être oubliées de cette histoire terrible du bagne. Oui, parce que ça, je ne le savais pas du tout. Hein. Mais oui, je sais pas. Non, c'est très, très peu. Enfin, il y a de la documentation là-dessus, effectivement, mais ce sont des choses, effectivement, qui sont passées sous silence, comme qui sont passées sous silence aussi l'Église qui, justement, organisait ce mariage. Je pense, il faut le savoir. Et ça, il faut le savoir. Et nous avons des documents historiques, clairement, qui le retracent. Donc, c'est passé sous silence. Est-ce que c'est pour autant qu'il faut condamner l'Église? Non. Mais est-ce qu'il faut condamner certaines pratiques quand même? L'Église a eu ses propres errances et ses propres errements? Oui. Tout à fait. Et oui, je voulais revenir à Lumina Sophie. Lumina Sophie, parce que vous avez fait un peu comme moi Tituba sorcière là. Donc parce que c'est c'est ça. C'est je, et puis vous avez pas qui parle. Parce qu'en fait, il y a plusieurs choses. Il y a le moi, le je et ce que ça représente, comme je vous l'ai dit tout à fait. Et puis, je voulais l'inscrire justement de la suite des héroïnes comme Tituba sorcière. Je voulais l'inscrire universelle. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous écrivez, si vous écrivez pour sortir une héroïne, juste pour la sortir, c'est bien. Mais il faut l'inscrire aussi dans une trajectoire, qui est une trajectoire commune. La trajectoire de Tituba, la trajectoire d'Harriet Tubman, la trajectoire de Queen of the Newlands, la trajectoire de Membeth, la trajectoire justement de toutes ces femmes qui sont battues pour ces causes universelles. L'objectif, comme je vous ai dit, quand on écrit, quel est le but? Est-ce qu'on veut simplement raconter une histoire, mais est-ce qu'on peut faire sortir aussi? Et il fallait pour moi excaver, puis ensuite enlever Lumina Sophie de la simple sphère antillaise. Elle est antillaise, martiniquaise, avec une histoire martiniquaise, mais qui n'appartient plus à la Martinique, qui appartient à ses valeurs, sa quête, ce qu'on a et les combats dont nous pouvons avoir écho aujourd'hui à quelque chose d'universel. Dans tous les pays. Voilà. Pas uniquement donc dans le territoire d'outre-mer. D'ailleurs, j'ai vu qu'on la surnommait Flamme de la Révolte. Oui. Sophie. Y a-t-il en Martinique, est-ce qu'il y a donc une statue de Lumina Sophie? Mais comme je vous disais, la Martinique elle-même a fait son travail de reconnaissance de droits d'histoire. Donc ça, c'est pas un sujet. Le sujet, c'est que la France puisse reconnaître ses héroïnes noires, ses héroïnes des Outre-mer. Et nous en sommes loin. Alors, le travail se fait tout doucement, puisque Solitude a une place, une statue quand même au niveau qui a été inaugurée par la mairie de Paris. Donc c'est quelque chose. Solitude, c'est en Guadeloupe. Voilà. Donc Solitude est cela. Mais il faut que ça continue. Il faut que ça continue. Et en continuant cela, nous allons parler d'unité, comme je vous dis. L'histoire ne peut pas être enclavée. Oui, vous voulez ouvrir l'histoire. C'est pas que je veuille ouvrir l'histoire. L'histoire doit être ouverte. Sinon, si elle n'est pas accessible à tous, elle permet l'ignorance et elle continue l'égarement. Oui, oui, tout à fait. Bon, alors je regarde mes notes. Et oui, je reviens à Lumina Sophie. J'ai regardé un peu sur Internet pour voir son visage, mais là, vous la présentez comme une très belle femme, une femme lumineuse. Elle a un joli, elle a un très beau faciès. Oui.
Mais donc, là, c'était votre volonté, oui, pour que ça soit donc plus crédible au lecteur ou pour l'attirer. Ou quand on regarde sur Internet, on voit pas du tout le visage et pas du tout. parce qu'en fait, si vous voulez, si vous voulez, il y a pas d'iconographie vraiment existante concernant Lumina Sophie. Donc, il n'y avait pas ni l'objectif de la rendre ni attirante, ni plus belle, ou bien ni aussi l'objectif, si vous voulez, de la rendre présentable. Il n'y a pas d'iconographie. Et en faisant cette histoire de Lumina Sophie, j'ai voulu qu'elle ressemble et qu'elle puisse être identifiée à n'importe laquelle de nos mères, n'importe laquelle de nos grands-mères, en fait. C'était ça l'objectif. Lumina Sophie peut être n'importe laquelle de nos grands-mères pour deux raisons. Parce que, comme je vous dis, c'est une histoire qui a un socle commun, de un. Ça veut dire que chacune de nos grands-mères, chacune de nos arrière-grand-mères, chacune de nos mères peut se retrouver dans cette histoire. Et de deux, c'est une histoire aussi, comme je vais dire, qui ne peut pas appartenir qu'à une personne. Lumina Sophie, en parlant de je, peut se faire l'écho de n'importe quelle femme. Donc, il fallait qu'en la regardant, n'importe quelle femme puisse s'identifier à elle. D'accord. Et dans votre roman, donc il y a les faits historiques, il y a une lettre, c'est écrit donc en italique, certains passages sont écrits en italique, et vous utilisez beaucoup, vous parsemez votre texte de mots créoles avec une signification forcément. Et il y a aussi donc des poèmes. Des poèmes et à chaque chapitre. Et des poèmes qui vont, je dirais, crescendo, puisqu'on suit donc cette, je peux dire, cette révolution. Et j'ai beaucoup aimé celui où vous faites un clin d'œil à l'affaire Dreyfus, J'accuse. Est-ce que vous voulez le lire? Alors, je ne l'ai pas sous les yeux, mais je pourrais parce que je n'ai pas sous les yeux le J'accuse et je n'ai pas sous les yeux le livre. Vous avez raison de la question, c'est vraiment une référence, effectivement, à l'affaire Louis Dreyfus. Et puis, comment ne pas voir aussi une référence à Émile Zola avec son fameux J'accuse, qui est pour moi un texte fondateur et universel. Donc, j'ai voulu un peu tricher légèrement pour pouvoir rentrer Lumina aussi dans cette histoire un peu universelle. Et vous voulez lire Alors, le J'accuse, oui, je ne l'ai pas sous les yeux, puisque mais là, je ne voulais pas arriver, mais bon, c'est vrai que vous aurez remarqué que j'aime mettre le texte en musique, en fait. Oui, on va vous écouter. Non, mais le J'accuse que vous avez écrit, page 92. D'accord. Parce que j'ai beaucoup aimé. Voilà, je le trouve très beau, très fort et... Merci. Et comment? Alors, comme je vous disais, c'est un clin d'œil à Émile Zola, et puis évidemment, et donc J'accuse, écoutez, merci, parce que c'est mon poème préféré. De tous les poèmes écrits dans Lumina, c'est mon poème préféré. J'ai été vraiment chez moi. J'accuse ceux qui nous ont brisés, et de nos foyers nous ont enlevés, loin des nôtres, nous ont transportés au bûcher de leur vanité, au nom de leur mission sacrée. Alors j'accuse ceux qui nous ont refusés jusqu'à tout droit d'humanité, ceux qui nous ont étouffés et ont cru cachés en brûlant et en répandant dans les bas-fonds de l'oubli notre droit de jouir de notre propre droit. Alors j'accuse, je vous accuse, vous, hypocrites, salopards et bien-pensants, et vous, les soi-disant croyants, d'avoir su et d'avoir laissé faire au motif qu'à vos yeux, qu'à votre foi, qu'à votre gloire et même qu'à vos chiens. Nous n'étons dit rien. Alors oui, j'accuse, je vous accuse, je me mets debout au tribunal de la civilisation. Moi, Lumina Sophie, négresse, Chivégranet, au tribunal de l'humilité aussi, de l'humanité, je me mets debout, sans honte, ni trouble aucun, le visage fier, le front bombé. Levez-vous maintenant, levez-vous, regardez-moi, levez-vous, que je vous dise à vous et à chacun, je vous accuse. Très bien, très fort ce poème. Et pourquoi vous avez choisi, donc vous aimez la poésie, je suppose, pour avoir choisi de mettre à chaque chapitre donc un poème qui suit l'évolution donc de l'insurrection. Mais c'est une figure de style qui me plaît parce que j'aime beaucoup la poésie déjà, dans simplement que vous l'avez compris, que j'adore la poésie. Donc c'est une figure de style qui me plaît, dans laquelle je suis très très à l'aise. Et je trouve qu'en fait, dans la poésie, il y a quelque chose de sincère. Vous savez, le roman, on oblige un peu, si vous voulez, d'aller dans un arc où
l'imaginaire. On peut un peu partir et jouer avec les choses. Tandis qu'avec le poème, je trouve, hein, dans la poésie, il y a quelque chose de quasi sacré, de divin, tellement c'est précieux chaque mot qui sera employé. Il doit être au bon endroit, à bon escient, avec la bonne ponctuation et dire exactement le sens que l'on veut. Pour moi, on pénètre dans l'air de quelque chose qui est totalement irrationnel. Et cet irrationnel, pour moi, c'est la frontière qu'il y a entre justement l'humanité et le sacré. D'accord. Et justement, je l'ai retrouvé enfin, je l'avais marqué le texte de Zola, c'était: j'accuse le général Billot d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées, de s'être rendu coupable de ce crime de lèse-humanité et de lèse-justice dans un but politique et pour sauver l'état-major compromis. Exactement. Voilà, c'était sa lettre. Exactement. Voilà. Donc, il fallait que je le dise d'une autre manière. Vous pensez bien. Non, mais je l'ai trouvé. Du coup, oui, forcément, je suis allée puisque c'est une référence littéraire. Et dans votre livre, vous parlez donc de Madeleine Clem. Alors, c'est votre famille, donc si j'ai bien... C'est ma famille, alors je passe rapidement là-dessus, parce qu'en fait, c'est vrai que... elle a participé comme une rivière. Oui, elle a participé, et c'est l'une des rares qu'on n'a jamais retrouvées jusqu'à maintenant, qui s'est échappée, qu'on n'a jamais retrouvée. Mais je passe rapidement là-dessus, parce que c'est vrai que, en fait, mon idée première était de faire un livre sur Madeleine Clem, mais ça m'embêtait en tant que Chantal Clem de faire un livre sur Madeleine Clem, si vous voulez. Donc, j'allais me trouver un peu sur une piste que j'avais pas envie de franchir et que je ne faisais pas. Lumina Sophie, pour commencer, me semblait être un bel exercice, si vous voulez. Premièrement, en tant que romancière, parce que c'est mon premier roman. Deuxièmement, dans la manière dont j'allais exploiter une histoire pour pouvoir la ressortir et la rendre accessible à tous, parce que l'histoire, vous savez, ça peut être assez indigeste, donc il faut savoir la rendre accessible, en fait. Donc, la didactique que j'allais utiliser, la pédagogie que j'allais mettre en place. Et puis, le troisième élément aussi, je pense que j'aime bien aussi que l'histoire ait ses mystères. Vous savez, il y aura des réponses qu'on n'aura jamais. Et je trouve qu'en quelque part, vous voyez, ça nous laisse à notre rang d'humain. Nous ne pourrons pas tout contrôler, tout savoir, il faut l'accepter. Alors, j'accepte cette limite-là aussi. D'accord. Eh bien, on va écouter un texte de vous. Oui. Donc, femme phénoménale. Oui. Les jolies femmes se déroulent au principe de secret. Je saurais le témoin des Italiens, mais quand je veux il y a une situation que je vois. Je leur dis, je dis, une secret aussi à la portée de l'homme. La famille de mon frère suivre le bien de l'homme. Parce que je suis une femme. La femme, c'est pas une phénoménale, c'est toi, et c'est moi. Et le Seigneur. Et je marche dans une forme à chasse. Avec ton soleil, autant de vie. Le gouvernement autour de moi, et je me dis, je dois dire. C'est dans le feu de mes regards. Et puis, le train de mes dents. Le vincent de ma taille et la joie, la joie, la joie, la joie. Et la victoire éclisse au bout de chacun de mes combats. Et je dis, je vous demande, parce que je suis une femme, et la femme, c'est femme. Cette femme phénoménale, c'est toi, c'est vous, c'est moi. Et puis c'est moi.
C'est pas mon fait. On m'intéresse pas. On a besoin de parce que c'est pour nous remplir de fierté. Et je dis, et je dis, et je dis, parce que la motivation, c'est de notre cheveux, donc cela, Est-ce que vous allez faire, c'est vraiment très beau. Merci. Est-ce que vous allez faire un CD? En écoutant, je me suis dit, ou un EP, je ne sais pas. Et là, je vous voyais jouer avec vos doigts, donc... Non, c'est-à-dire que comme j'ai composé le morceau, donc je cherche les notes, les notes que j'avais faites en désaccord. Mais peut-être, vos projets, qu'est-ce que... Non, c'est-à-dire qu'en fait, comme je vous disais, la poésie, c'est quelque chose... Ça vous tient à cœur. Oui, j'ai l'impression. J'aime ça, voilà. Ça me passionne. Et la poésie, pour moi, c'est un langage, j'ai l'impression, mais c'est mon point de vue, c'est le prisme de le mien, quelque chose où on tutoie, si vous voulez, le ciel, si vous voulez. Donc, ça nous oblige à une qualité d'excellence et d'esthétique. Vous savez, dont on a la musicalité, qu'est-ce que ça donne? C'est pas la même chose. Vous savez, quand vous écoutez un morceau, il y a cette écoute que vous avez. Par exemple, c'est vrai que je repasse les gars, mais pour voir où vous avez peut-être laissé passer une fausse note. Mais si vous voulez, il y a ce que vous cherchez aussi, vous cherchez à provoquer quelque chose chez l'autre. Vous cherchez à pénétrer l'âme, vous cherchez à communier quelque chose. Vous cherchez aussi que le lecteur donc soit ému, que le lecteur soit... Évidemment, c'est aussi quelque chose. Mais c'est peut-être la poésie, c'est peut-être plus profond. La poésie, c'est plus profond. Et c'est là que je trouve, je pense, ma parfaite expression. Donc, est-ce que j'ai envie de faire un CD? Non. Est-ce que j'ai envie de faire quelque chose? Non. Mais par contre, est-ce qu'on a envie de travailler, de communier dans des performances scéniques, dans des contacts directs avec je vais dire, prestations qui seraient mises en place spécialement pour pouvoir créer un écrin entre la rencontre. Vous savez, il y a un grand, je vais dire, un muséologue qui disait que quand on fait une exposition, c'est une expérience de rencontre entre le visiteur et l'exposition. Eh bien, c'est exactement la même chose. Lorsque nous mettons en place un spectacle, lorsque nous créons une expérience, en fait, de rencontre entre le poète qui déclame, le musicien qui l'accompagne et le spectateur qui assiste. Il faut qu'il y ait donc un truchement, il faut qu'il y ait une transmission. Cette transmission, il faut qu'il y ait une communion. Donc, du coup, alors, quels sont vos projets? Mais écoutez, des projets, il y en a beaucoup qui pense, voilà, tu es passionnée. Je pense, et quand je vous écoute, c'est sûr qu'il va y avoir plein de projets. J'espère que je vous ai passionné au moins. Ah oui, tout à fait. C'est un autre regard aussi que j'ai eu de... C'est bien d'avoir l'auteur aussi, d'écouter l'auteur qui parle donc de son livre. Oui, mais je trouve parce qu'on a une vision, il y a la vision donc du lecteur, et puis celui qui l'incarne, voilà, et de ce que vous avez voulu passer. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut toujours défendre, en tout cas, sa plume, il faut défendre sa prose, mais en fait, quels sont les projets? Il y a plein de projets, il y a plein d'opérations, plein de manifestations qu'on va mettre en place, mais surtout, mon projet, moi, et derrière ces manifestations, derrière tout ce qu'on met en place, moi, vous savez, je vais être le feu qu'on met aux dernières cigarettes. Voilà. Voilà, d'accord. Ça, c'est un bon mot de la fin. Voilà. Eh bien, écoutez, Chantal Klein, nous avons été vraiment très contents de vous recevoir. Je pense que les auditeurs aussi ont dû vous écouter, sûrement avec passion, avec tout ce que vous nous avez raconté. Donc, je conseille aux auditeurs et je les incite à trouver votre livre en médiathèque ou à l'acheter. Donc, Sophie de Chantal Klein aux éditions Owen.
Voilà. Et puis aussi, on vous donnera, vous serez sur un événement avec nous dimanche, donc on D'accord. vous donnera aussi des choses de ce qu'on fait en poésie. Et si vous le souhaitez, vous allez D'accord. diffuser au D'accord. éditeur, avec plaisir. Et vous n'avez pas une autre mise en préparation? Il y a une préparation d'une autre figure en Belgique. Et vous savez que je vais raconter une histoire qui concerne les Merninettes qu'on ne connaissait pas du tout à Berlin, figurez-vous. Voilà, ce sont des figures de la Seconde Guerre mondiale. Donc là-dessus, je sais la prochaine chose en préparation. Mais surtout, il y a mon recueil de poésie qui va sortir au mois de mars, avril. Et Voilà, c'est très bien. Le caisse du printemps des poètes. donc, quand vous entendez des poètes, il y a un recueil de poésie et puis il y a des spectacles de poésie qui vont sortir. Voilà, il y en a un dimanche, mais bon, il est déjà complet. Donc, voilà, je ne vais pas trop en parler parce que sinon je ne saurais pas où mettre les gens. Et il y en aura à venir aussi. Et j'espère qu'à la radio, vous en parlerez pour nous soutenir. Et l'émission va se terminer. Merci beaucoup, donc, Chantal Klein. Et puis, Mathias, alors. Oui, alors pour finir cette belle émission. Est-ce que ça va faire dire Ajax la semaine prochaine? Oui, faire des Ajax pour la semaine prochaine. Alors, je rappelle la manifestation de demain, samedi 28 octobre à Paris, qui commencera à 14 h au kiosque de la place de la Nation, en soutien aux mobilisations qui se dérouleront en Martinique le 22 jusqu'au 28 octobre 2023. Pour le chlordécone, oui. Pour le Eh oui, chlordécone. bien évidemment. Pour le C'est pour le chlordécone. Alors, je fais un grand big up à toute ma famille RVM de la Martinique. Nous, loin des yeux, près du cœur. Alors, tout ce même combat, alors, nous pas qu'à l'adjer, c'est devant nous qu'à aller. Bon week-end à tous. Histoire nous, c'est nous qui t'en marché. Histoire nous, c'est face pour enfants nous. Histoire nous, c'est nous qui t'en marché. Histoire nous, c'est face pour enfants